tout perdu ce jour. Alors, ce matin, donc, d'être là, bienvenue au 22h. Qu'est-ce qui se passe donc? C'est... Ok. Bienvenue au Qu'est-ce qui va 22h. donc se passer en Afrique? Nous sommes avec vous, madame et monsieur. Rebonsoir à tous et bienvenue pour cette 3, 2, 1, go! Ok, c'est bon. Bon! Travailleurs plus vite qu'ils ne peuvent être réembauchés. Et ce moteur, c'est l'intelligence artificielle. L'IA a fait sauter la barrière qui séparait autrefois l'humain de l'automatisation. Lors des crises précédentes, les entreprises licencient à contre-cœur. Aujourd'hui, elles le font de manière calculée, presque mécanique. Car remplacer un salaire de 78 000 $ par un outil automatisé à 40 $ par mois, ce n'est plus un pari, c'est une évidence économique. C'est pour ça que plus de 160 000 employés du secteur tech ont déjà été remerciés en 2025. C'est aussi pour ça que plus de 575 entreprises ont restructuré leur fonctionnement autour des capacités de l'IA, et non plus autour du travail humain. Et ce choc frappe en plein cœur les emplois qualifiés. Des métiers autrefois jugés solides, finance, design, service client, RH, marketing, analyse de données se retrouvent compressés, absorbés dans des plateformes logicielles capables de faire en quelques secondes ce qui nécessitait autrefois des équipes entières. Voilà pourquoi les postes débutants s'évaporent. Non pas parce que les entreprises n'ont plus de tâches à accomplir, mais parce que l'IA les exécute avec une précision et une rapidité imbattables. Le signe le plus flagrant, l'embauche de jeunes diplômés, désormais en chute libre, 50% en dessous des niveaux d'avant la pandémie. Pendant ce temps, un autre monde suit une trajectoire inverse, celui des métiers manuels. Électricien, soudeur, plombier, technicien HVAC. Ces postes restent indispensables, impossibles à coder ou à exporter vers un serveur quelque part dans le cloud. Alors que les emplois de bureau s'effacent, le travail physique devient l'un des derniers refuges réellement protégés dans l'économie moderne. Résultat, le marché du travail s'est coupé en deux. D'un côté, ceux qui comprennent et maîtrisent l'IA. De l'autre, ceux que l'IA est déjà en train de remplacer. S'adapter n'est plus un bonus dans une carrière, c'est devenu le ticket d'entrée. Et pendant que les grandes entreprises se réorganisent autour de l'automatisation, un autre drame silencieux se déroule à l'échelle locale. Les petites entreprises, qui emploient pourtant 40% de la main-d'œuvre américaine, se retrouvent acculées. Les licenciements massifs des géants ne sont qu'une partie du problème. L'effondrement le plus dangereux se produit sur Main Street, où des milliers de commerces réduisent leurs effectifs ou ferment complètement, simplement parce que rester ouvert coûte désormais plus cher que ce qu'ils rapportent. Les petites structures vivent sur des marges tellement faibles qu'un rien suffit à les faire plier. Tarifs douaniers, hausse du prix des importations, coût des matériaux, assurance qui explose, facture d'énergie en hausse, tout s'accumule. Là où un commerce pouvait survivre avec une marge de 3 à 5%, il doit maintenant absorber des hausses à 2 chiffres. Augmenter les prix. Impossible sans perdre les clients. Ne pas les augmenter. C'est la faillite assurée. C'est ce dilemme qui pousse des entreprises locales à supprimer des dizaines de milliers d'emplois, souvent par petites vagues, 10 ici, 20 là, des licenciements trop modestes pour attirer les médias, mais suffisamment nombreux pour vider des quartiers entiers de leurs emplois. Et pour couronner le tout, la demande chute au pire moment. Les consommateurs réduisent leurs dépenses, inquiets pour leur propre avenir professionnel. Les entreprises, elles, n'osent plus embaucher par peur de ne plus pouvoir payer les salaires. Quand la clientèle se contracte en même temps que les marges, c'est un piège mortel. Voilà pourquoi tant de vitrines restent désormais vides. Certaines petites entreprises ont gelé leurs projets, stoppé leur recrutement ou renoncé à grandir. D'autres ont tout simplement jeté l'éponge, estimant que continuer n'a plus aucun sens financier. Car contrairement aux géants, elles n'ont pas les moyens d'automatiser à grande échelle. Pas de capital, pas d'infrastructure, pas de chaîne mondiale capable d'amortir les chocs. Chaque dollar de pression financière, elles le prennent de plein fouet. Et cet effondrement des petites structures ne se résume pas à une statistique économique. C'est un transfert de pouvoir massif, des acteurs locaux vers des entreprises gigantesques qui prennent une place de plus en plus dominante. Moins de compétiteurs, plus de centralisation, et au final, une main-d'œuvre qui dépend de moins en moins d'employeurs et qui a de moins en moins de choix. À mesure que les petites entreprises s'affaiblissent, le pouvoir bascule vers les corporations, capables d'encaisser les tempêtes en licenciant plus vite, plus fort, et sans jamais perdre leur capacité à se réinventer grâce à l'automatisation. Pendant que les petites entreprises se battent pour garder 3 salariés sur la feuille de paie, les géants qui emploient 500 personnes ou plus continuent d'étendre leur territoire. Et ils y arrivent en faisant ce que les petites structures ne peuvent absolument pas se permettre.
supprimer des milliers de postes du jour au lendemain pour protéger leurs profits. Car cette crise des licenciements ne touche pas tout le monde de la même façon. Elle est façonnée de manière à renforcer les plus gros acteurs, tout en effaçant, presque en silence, leurs concurrents les plus fragiles. Aujourd'hui, les grandes corporations ont adopté un mode de survie basé sur une seule obsession, l'efficacité. Plutôt que de supporter l'explosion des coûts, elles les déplacent sur les salariés grâce à l'automatisation, aux restructurations et à des coupes interminables. Voilà pourquoi on voit des annonces vertigineuses, parfois 20 000 départs d'un coup, alors même que ces entreprises continuent de générer des milliards de dollars de revenus. Ces licenciements ne sont pas les signes d'une faillite imminente. Ce sont des stratégies pensées pour gonfler les marges et rassurer les actionnaires. D'un simple geste, une corporation peut supprimer un service entier juste pour améliorer ses résultats trimestriels de 1 ou 2%. Et Wall Street, évidemment, applaudit à tout rompre. À l'inverse, les commerces de quartier n'ont aucune chance de rivaliser avec cette agilité-là. Ils ne peuvent pas remplacer leurs employés par des systèmes automatisés à l'échelle mondiale. Ils ne peuvent pas négocier leurs coûts d'approvisionnement comme des multinationales. Et ils n'ont surtout pas suffisamment de trésorerie pour survivre à une année entière où la demande baisse tout en gardant tout le monde au salaire. Pour un grand groupe, licencier 8% du personnel ne change pas grand-chose. La machine continue de tourner. Pour une petite entreprise, supprimer la même proportion d'effectifs revient souvent à fermer les portes pour de bon. Cette fracture transforme progressivement tout le marché du travail. Les grandes entreprises continuent d'embaucher, mais uniquement pour des postes très qualifiés, souvent liés à l'automatisation, tout en orchestrant les plus grosses vagues de licenciements de l'année. De l'extérieur, on a l'impression que tout va bien. Mais sous cette surface brillante, des millions de travailleurs disparaissent du système. C'est un modèle où quelques créations d'emplois très spécialisées masquent la destruction massive de postes ordinaires. Et plus les géants consolidèrent leur puissance économique, plus Main Street s'affaiblit. Les salariés deviennent interchangeables, les communautés perdent des employeurs locaux, et tout un pays se retrouve dépendant d'un nombre de corporations de plus en plus réduit. Dans ce nouvel équilibre, le marché de l'emploi est contrôlé par des acteurs dont le premier devoir n'est pas d'assurer la stabilité, mais d'offrir un rendement maximal aux actionnaires. Et dans une économie obsédée par l'efficacité, ceux qui perdent le plus de terrain sont ceux qui comptent sur les petites entreprises, sur les emplois locaux, sur les opportunités de proximité, toutes ces fondations qui se fissurent aujourd'hui. Cette domination des grandes entreprises ne redessine pas seulement l'emploi. Elle entraîne une bonne moitié du pays dans une récession silencieuse, une récession que les économistes hésitent encore à appeler par son nom. Pendant que les multinationales protègent leurs profits et que les petites structures s'effondrent, les 50% de ménages les plus modestes vivent dans une économie qui, officiellement, n'a pas plongé, mais qui, dans la réalité, ressemble à un véritable crash. Les revenus stagnent alors que les prix grimpent sans relâche. Les économies fondent. Et la pression financière atteint des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis la crise de 2008. Les cartes de crédit dépassent désormais les 1100 milliards de dollars de dette. Les taux d'intérêt, qui franchissent les 21%, transforment chaque achat banal en dette à long terme. Des millions de familles utilisent leur crédit non pas pour voyager ou se faire plaisir, mais simplement pour payer le loyer, l'alimentation, les factures. Les retards de paiement montent en flèche, les défauts sur les prêts auto et les cartes de crédit suivent la même tendance. Les ménages travailleurs ne peuvent tout simplement plus suivre le rythme du coût de la vie. Et cette tension financière est amplifiée par l'angoisse née du haut de l'échelle. Quand les gens voient 160 000 employés de la tech perdre des emplois très bien rémunérés, quand le recrutement retombe à son niveau le plus bas depuis 2011, quand les licenciements dépassent 1,1 million en 10 mois, forcément, ils arrêtent de dépenser. Ils n'ont plus la certitude d'avoir un salaire le mois prochain. Cette peur se diffuse partout. On remet les achats à plus tard, on évite les réparations, on repousse les rendez-vous médicaux, on scrute chaque dollar. Et quand des dizaines de millions de foyers adoptent ce même comportement, ce n'est plus une simple prudence, c'est le moteur même de la récession qu'ils redoutaient. La moitié inférieure du pays ne possède ni portefeuille d'actions, ni propriété locative, ni coussin de sécurité. Elle dépend uniquement des salaires, au moment même où ceux-ci perdent de la valeur, alors que toutes les dépenses battent des records. Le loyer accapare désormais entre 30 et 40% des revenus. Les mensualités de voitures avoisinent les 750 $. Même les besoins essentiels, garde d'enfants, nourriture ont augmenté de 2 chiffres en seulement 2 ans. Il n'y a plus aucune marge de manœuvre. Pendant que les grandes entreprises s'offrent des programmes d'économie et des rachats d'actions, les travailleurs ordinaires en cassent les coûts. Pour la moitié inférieure du pays, la récession n'est pas une prédiction, c'est déjà la réalité quotidienne. Et ce n'est pas un phénomène isolé. Cette pression financière est alimentée par la vague de licenciements la plus brutale depuis la pandémie. Ce qui se produit en 2025 n'a rien d'un simple ralentissement. C'est une contraction coordonnée qui touche pratiquement tous les secteurs.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes. De janvier à octobre, 1,1 million d'emplois ont été supprimés, une hausse de 65% par rapport à l'année précédente. Rien qu'en octobre, 153 000 postes se sont envolés, un niveau qu'on associe généralement aux récessions les plus sévères. Et le plus inquiétant, c'est que ces suppressions ne viennent pas de sociétés en crise. Même les entreprises les plus rentables réduisent leurs effectifs, car maintenir les marges est devenu plus important que préserver les emplois. À ce stade, les employeurs ont supprimé 44% de postes de plus qu'en 2024, faisant de 2025 la pire année pour l'emploi depuis 2020. Le contraste est violent, les bénéfices restent solides, tandis que la force de travail s'effrite. L'une des causes majeures, c'est l'effondrement de la demande d'embauche. Les projets de recrutement ont chuté de 35% sur un an, atteignant leur plus bas niveau depuis 2011. Les entreprises n'annoncent plus qu'une chose, elles n'ont pas besoin de plus de travailleurs. Elles en veulent moins. Les offres diminuent, les candidats se multiplient, et des pans entiers de métiers disparaissent avant même qu'on puisse les remplacer. Avec à peine 40 000 nouvelles embauches prévues chaque mois, l'équation devient intenable pour des millions de demandeurs d'emploi. Cette situation crée un cercle vicieux. Moins d'emplois égale moins de dépenses. Moins de dépenses égale plus de licenciements. Et chaque nouvelle vague accentue la peur, la prudence et l'instabilité. L'économie se met à se dévorer elle-même. C'est pour cette raison que de nombreux analystes affirment que le marché du travail ne se stabilise, plus il se défait littéralement. La vague de licenciements ne ralentit pas, elle s'intensifie. Et en 2025, la détérioration de l'emploi ne se fait pas dans l'ombre. Elle se déroule au grand jour. Et des millions de personnes sentent ce basculement, presque en temps réel. Les embauches gelées, les restructurations soudaines, le silence angoissant après l'envoi de centaines de candidatures. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est plus un simple ralentissement de l'emploi. C'est un véritable carnage, et il est déjà en train de changer profondément la trajectoire de tout le marché du travail. La vague de licenciements de 2025 ne se calme pas, elle se transforme. Elle devient quelque chose de plus durable, de plus ancré, et surtout de plus inquiétant, un marché de l'emploi où les suppressions de postes deviennent permanentes. Des analystes préviennent d'ailleurs que 2026 ne sera pas marqué par une grosse crise d'un seul coup, mais par une succession de licenciements continus, presque mécaniques, qui finiront par installer l'insécurité professionnelle comme une norme du quotidien. Autrement dit, au lieu de grands plans sociaux visibles, on s'oriente vers des séries de petites coupes, régulières, discrètes, qui s'enchaînent mois après mois. C'est cette dynamique qui pousse de nombreux économistes à parler d'une ère des licenciements perpétuels. Plus de la moitié des suppressions de postes en 2025 concernaient d'ailleurs des équipes de moins de 50 personnes. Des coupes trop petites pour attirer l'attention du public, mais suffisamment nombreuses pour provoquer un effet domino dévastateur. Grâce à ces réductions silencieuses, les grandes entreprises peuvent réduire leurs coûts sans provoquer de scandale et sans avoir à annoncer un plan massif à la une des journaux. Et sur le long terme, l'impact est brutal. Les employés ne se sentent plus jamais en sécurité, les entreprises restent constamment en mode réduction, et les embauches stagnent pendant des mois. On se retrouve alors dans un marché où la stabilité n'existe plus. Cette nouvelle logique est alimentée par les mêmes forces qui ont déclenché le carnage de 2025. Une demande qui s'effondre, des coûts opérationnels qui explosent et une automatisation adoptée à vitesse grand V. Dès que les entreprises estiment que le meilleur moyen d'avancer est d'ajuster en permanence leur masse salariale, les employés deviennent des variables. On les réduit dès que les objectifs financiers menacent de déraper. L'ancien modèle, on coupe une fois, puis on reconstruit, est clairement terminé. Le nouveau modèle, une contraction continue. Et ce qui rend cette nouvelle ère encore plus dangereuse, c'est le gouffre qui se creuse entre les postes supprimés et ceux qui apparaissent. Les entreprises éliminent des centaines de milliers d'emplois, mais ne prévoient d'embaucher que 40 000 personnes par mois, un niveau historiquement bas. Ce déséquilibre garantit qu'à chaque nouvelle vague de coupe, davantage de travailleurs tombent dans le chômage longue durée. Dans ce contexte, chercher un emploi devient l'une des missions les plus difficiles depuis plus de 10 ans. La concurrence explose, les salaires stagnent, et ceux qui perdent leur poste peuvent passer des mois à envoyer des candidatures sans la moindre avancée. L'ère du licenciement permanent ne repose pas sur un effondrement brutal, mais sur un monde du travail qui reste constamment exposé, vulnérable, et où personne n'est sûr de conserver son poste la semaine suivante. Cette tendance touche tous les secteurs, mais nulle part l'impact n'est aussi symbolique que dans la tech. Pendant des années, ce secteur était perçu comme le terrain le plus sûr. Des salaires élevés, des recrutements en continu, des avantages énormes et des carrières tout tracées. Aujourd'hui, ce mythe s'est évaporé. Le secteur même qui a propulsé la croissance américaine est en train de démanteler ses équipes à une vitesse que personne n'aurait imaginée. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 575 entreprises tech ont annoncé des licenciements en 2025, supprimant plus de 160 000 postes.
Cela revient à environ 540 travailleurs tech qui perdent leur emploi chaque jour. Un niveau comparable à l'explosion de la bulle Internet, mais 2 fois plus rapide. Et cette chute n'est pas due à des faillites ou à un manque d'innovation. Elle est la conséquence directe d'une quête d'efficacité. Les géants de la tech ont découvert que l'IA peut accomplir des volumes de travail qui nécessitaient autrefois des équipes entières d'ingénieurs, de designers ou d'analystes. Les entreprises qui ont créé l'automatisation sont désormais celles qui l'utilisent pour réduire leur propre personnel. Et comme elles opèrent à l'échelle mondiale, chaque gain de productivité devient une justification pour encore couper dans les effectifs. C'est la nouvelle équation économique. Produire plus, payer moins. Mais cette transformation dépasse largement la Silicon Valley. Les emplois bien rémunérés de la tech faisaient vivre des économies locales entières. Seattle, Austin, la Bay Area, le nord de la Virginie. Aujourd'hui, ces régions voient des travailleurs expérimentés se retrouver au chômage du jour au lendemain, coincés dans une lutte féroce contre de jeunes diplômés, des candidats internationaux et des outils dits capables d'imiter leurs compétences en quelques secondes. Le marché est saturé. Les offres pour les postes techniques se sont effondrées, beaucoup d'entreprises ont stoppé leur recrutement, et le pipeline qui autrefois débordait d'opportunités est devenu un goulot d'étranglement où des milliers de candidats se battent pour quelques places. Même les étudiants qui avaient organisé toute leur vie pour entrer dans la tech découvrent une réalité totalement différente. Les recrutements de jeunes diplômés ont chuté de 50% par rapport à la période pré-pandémie. Et les salaires d'entrée, autrefois astronomiques, ont dégringolé. Le salaire moyen de départ tourne désormais autour de 68 400 $, loin des revenus à 6 chiffres qu'on leur avait promis. L'âge d'or de la tech est terminé, et sans cet écosystème comme moteur, c'est toute l'économie américaine qui bascule. Car lorsque même le secteur le plus tourné vers l'avenir réduit aussi violemment ses effectifs, cela révèle un changement beaucoup plus profond. Une économie qui a besoin de moins de travailleurs, qui les paie moins et qui ne garantit plus d'ascension sociale. Ce qui touche aujourd'hui la tech n'est pas un accident isolé. C'est un avant-goût de ce qui attend tous les métiers de bureau. La chute du secteur technologique a d'ailleurs provoqué un effet collatéral majeur. Elle a détruit les bases mêmes sur lesquelles les jeunes avaient construit leur projet d'avenir. Pendant plus de 10 ans, on a vendu l'université comme le chemin vers la stabilité, une carrière fiable et un salaire confortable. Mais alors que les embauches s'effondrent et que l'automatisation remplace les postes d'entrée, les jeunes diplômés arrivent sur un marché qui n'a tout simplement plus de place pour eux. On assiste aujourd'hui à l'arrivée d'une génération confrontée à l'un des environnements les plus hostiles jamais vus. Les statistiques sont implacables. Les embauches de nouveaux diplômés ont chuté de moitié depuis la pandémie. Et même quand un jeune décroche une offre, le salaire est bien en dessous de ce qu'on lui avait laissé espérer. On lui promettait plus de 100 000 $. Il se retrouve avec une moyenne autour de 68 400 $. Un écart énorme qui provoque une crise financière avant même que la vie adulte ne commence. Beaucoup sortent de l'université avec des dettes énormes, parfois à 5 ou 6 chiffres, sans avoir les revenus nécessaires pour faire face au remboursement sans sacrifier l'essentiel. Le loyer peut engloutir 40% de leur salaire, ne laissant presque rien pour se construire un avenir. Plus de 40% d'entre eux admettent déjà avoir dû revoir leurs ambitions à la baisse tant la réalité économique est pire que prévu. Le pire, c'est l'impasse dans laquelle ils se trouvent. Les postes d'entrée exigent désormais de l'expérience, que personne ne peut acquérir, puisque ces mêmes postes n'existent plus. Résultat, un diplômé sur 5 cherche un emploi depuis plus de 10 mois sans résultat. Beaucoup puisent dans leurs économies, repoussent leurs projets, retournent vivre chez leurs parents ou acceptent des emplois qui n'ont rien à voir avec leur domaine pour survivre. Et pendant ce temps, la peur de l'IA façonne totalement leurs perspectives. Selon les sondages, 90% craignent de perdre leurs avantages, leur flexibilité ou même leur futur emploi à cause de l'automatisation. Cette crise n'a rien de passager. Elle est le fruit direct des changements structurels dans les salaires, l'automatisation, les politiques de recrutement et les priorités des grandes entreprises. Elle révèle une vérité bien plus profonde. La première génération formée pour l'économie numérique est aussi celle qui subit la chute la plus brutale, au moment précis où elle devait décoller. Aujourd'hui, l'histoire du travail aux États-Unis n'a plus rien à voir avec la stabilité ou l'ascension professionnelle. Elle est faite d'incertitudes, de restructurations permanentes et d'une lente destruction des repères sur lesquels les gens pouvaient autrefois compter. Les chiffres ne mentent pas. Plus d'1 million de licenciements en 10 mois, des embauches au plus bas depuis 2011, et des secteurs autrefois intouchables qui réduisent leurs équipes morceau par morceau. Dans les bureaux, dans les petites villes, dans les grands hubs technologiques ou dans les foyers des jeunes diplômés, tout le monde ressent cette transformation. La moitié inférieure des ménages vit déjà dans une situation économique qui ressemble à une récession, même si les chiffres officiels disent le contraire. Et au sommet du marché du travail, l'automatisation impose un rythme que les travailleurs ne peuvent plus suivre. C'est dans cette réalité que des millions de personnes tentent aujourd'hui de construire leur avenir. Un monde où les opportunités se raréfient, où les licenciements s'enchaînent,
et où l'écart entre les attentes et la réalité ne cesse de se creuser. On assiste à la fin d'une époque et au début d'une autre, bien moins confortable, où plus rien n'est garanti. Américaine pour déstabiliser le Nigeria. Écrivez ça, vous notez. Parce que déjà la demande américaine est là. Elle a été visible. Monsieur Donald Trump a dit ouvertement que le terrorisme a pris un plafond du côté du Nigeria. Et vous savez, le Nigeria a su son sol comme première puissance économique. Dans les accords économiques, il y a la Chine qui a plusieurs accords économiques liés dans le domaine du transport, dans le domaine des échanges et plusieurs d'autres. On ne peut pas en citer. Vous comprenez? Alors, c'est une déstabilisation du Nigeria qui est là. Écrivez, vous notez. C'est une déstabilisation du Nigeria bien coordonnée et bien ficelée par la France et alliés européens, plus l'Amérique, qui venait de brandir la menace, soi-disant entre guillemets, qu'au Nigeria, il y a un groupe, il y a des terreaux qui sont inarrêtables. Mais qui leur fournit des armes? Sachant bien que M. Bola Ahmed Tinubu a déjà échappé, je crois, à 3 ou 4 ou 5 ou plus, plusieurs coups d'État. Il a échappé. Donc, il y a une procédure de déstabilisation du Nigeria en cours. Oui, il y a une procédure de déstabilisation du Nigeria en cours. Voilà les mêmes qui voulaient combattre les États du Sahel. Aujourd'hui, leur bébé chouchou se retourne contre eux. Ils se retournent contre le Nigeria désormais. Mais ça, c'est une mascarade bien organisée et bien ficelée par l'impérialiste global, américain et européen, pour déstabiliser le Nigeria. Parce qu'au sein du Nigeria, il y a leur adversaire qui est la Chine, qui continue de coopérer économiquement sur ce sol. Voilà les réalités. Sinon, ce ne sont pas les terroristes. Pour arrêter le terroriste, il faut arrêter de leur livrer les armes. C'est tout, ils vont se calmer. Ils vont prendre les armes où? Où vont-ils prendre les armes? Où vont-ils prendre les munitions? Alors, c'est l'impérialiste qui ravitaille le terroriste. Et l'impérialiste leur donne la localisation où aller attaquer. Regardez le cas du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Ils ne partent pas là-bas au hasard parce qu'ils ont des missions bien coordonnées et bien ordonnées. Ils ont des missions bien coordonnées et bien ordonnées. Ce tour-ci, c'est le tour du Nigeria. Tous ceux qui ont eu l'échec pour le renversement des États de l'AES, tous seront retirés. Tous seront déstabilisés. Peu importe qui. Tous les pays de la CEDEAO qui ont eu l'échec pour retirer le général Tiani au Niger, Ibrahim Traoré au Burkina Faso, le général Assimi Goïta au Mali, tous ces États-là, les chefs de la CEDEAO ils seront destitués. Vous comprenez? Et c'est ce que nous sommes en train d'aboutir. Observez bien, vous allez comprendre que tous sont en train d'être remplacés dans un système. Ils sont en train d'être remplacés dans un système. On a remplacé Macky Sall. On a mis Bassirou Diomaye Faye. On a remplacé, comment dirais-je, il s'appelle comment là? Le coup d'état d'hier là, Ambalo. On a mis le militaire là. Tous, c'est le même clan. Tous seront remplacés. Mesdames, et Mesdemoiselles et Messieurs, voilà la situation que traverse le Nigeria en ce moment. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de likes. Surtout, mettez... Brave Ambazonian forces in the state of Donga Manton. They carry out a surgical operation and eliminated 2 Cameroon occupation terrorist bees that are responsible in some of the atrocities and crimes that have been committed on the Ambazonian people in the state of Donga. 2 bees early this morning were eliminated. Justice was served on the battlefield.
also, there is a high cost. There is a high unbearable cost. Cameroon is paying, and they will continue to pay for their misadventure in Ambazonia. This morning also, in the state of Donga, an occupation elite force or elite soldier was in a secondary school doing what? Hold on. Was in a secondary school in Mundemba, in this great state of India. What was he doing in a secondary school? An occupation terrorist bee, well armed, in a classroom. Francophonizing and intoxicating the Ambazonian children. Take a look at what is on the board. Grammaire, so their occupation bees have now become educational instructors in Ambazonia. Unfortunately for him, Ambazonian children immediately passed on the intelligence to their liberators. To Ambazonian fighters. And justice was served. The message was sent very clearly, unmistakably, in clear terms. Foreign occupation of Ambazonia by Cameroon occupation forces and their administrators. There is a price. There is an unbearable price Cameroon is paying, and Cameroon will pay for its attempt to occupy Ambazonia using the military. The cost is not only on their occupation forces, there is an economic cost, there is a political cost, there is a social cost. Mr. Biya is trying to fight a war on two fronts. You can't fight Ambazonia. You don't have the resources to fight Ambazonia. You don't have the means to fight Ambazonia. You don't have the capacity to fight Ambazonia. You don't have the resources to fight Ambazonia.
You don't have the manpower capacity to fight Ambazonia. And he's opened another front. So now, the Cameroon state, under Mr. Biya, is fighting a war on two fronts. This is why Cameroon is imploding. And their people aren't seeing it. Let's get back to Ambazonia. What you're seeing happening across the board, when you wake up in the morning and two Cameroon occupation elite forces, the occupation forces, two have been taken out of Donga, and then one is taken out of far away in another state, Indian. This is Dr. Cho's laid out clear block by block strategy to stretch the enemy, to stretch them so thin that they become vulnerable wherever they are operating. And this is the result of a military that is stretched to a breaking point. More than 35% of Cameroon occupation forces in Ambazonia have been redeployed to the towns and cities of Cameroon in anticipation of what Chiroma is planning. So the few that are left, they are vulnerable. They've become very easy targets. Because Mr. Biya wants to fight a war on two fronts. They've not been able to fight a war on one front. Now they want to fight a war on two fronts. How is that possible? Fellow good people of Ambazonia, all man a place day, una cafe day up. The liberation struggle, where would they inside? And Cameroon for try say the one occupy the Ambazonian people them. The price where Cameroon they pay them, they not fit pay that price. Cameroon they pay a terrible cost for them for try for maintain their occupation. Now Paul Biya one fight na two war them. The war with the Ambazonian people them and the war against Issa Chiroma. Na two war Biya the fighter. If you never fit for fight one war, you not get the money for fight one war. You not get the people them, the army, the police, the gendarme them, for fight one war for Ambazonia. If you not get them, how you go manage go fight two war? Nothing this way would ask the Cameroonese people them and their colonial dictator. You don't try for fight war with Ambazonia, you not fit. Now you want to go start another war, a war where it too big past even BISSF, it big past the CPD and party SSF, because the war inside Cameroon now a war against Cameroon, a government against the people them.
a bit different from the one where they fight the Ambazonian people then. The one now an internal civil war, now a war between Cameroon and Cameroon. The population na Biya versus Chiroma. The military versus the population. Police versus population. Gendarme versus population. The army versus the population. The population versus CPDM. Now a more complex war. And this war, for all which we don't see them across the globe, all which we don't see them across the world, now this kind of war them, they don't take a country, they turn them into hellfire. With that country, if it takes them 30, 40, 50, 60, 70 years, that country not ever come back as a country. We don't see these things before. How all these things start? Dr. Cho Lucas Ayaba, with all the sense we get, he be tell we, for fight Cameroon, you need a plan. For destroy the occupation, you need a plan. If you not get a plan, no go fight an occupation system we don't exist for 50-something, 60-something years. So he create that plan. They call and say block by block. That means say, for all across Ambazonia, the different forces then they come out for the different villages, they come out for the different town, all man na soldier. It go make the Cameroon military. They no go fit fight because they not get the number of people them where they go put them for all the towns and villages and communities of Ambazonia. Because they only get about 5,000 to 6,000 police, army, gendarme, be not only about 5,000 to 6,000 they get them. For a whole territory, with a 40,000 kilometers square, with a population of 11 million. So you get a population of 11 million people in a 40,000 kilometers square, and you only get what? 5,000 to 6,000 occupation forces? And out of that 5,000 to 6,000, about 1,800 and something of them, they already be killed out. And not be all them, don't replace them. So wait till now they see them now. Now, this thing where the Cameroon military, they only been a small for year, small for day, 2 for year, 3 for day. So it be easy now for Ambazonian forces for smoke them out. For Ambazonian forces for take them out. And as we Life. go, Momo. Life. Najela buya moya njela baba geto. Life. No be life. Najela buya mo life. Donga life. No shaki. Jela buya moya njela baba geto. Donga. Momo. Jetta manka. Muna di cross. Momo. No shaki. No be life. So now we don't drain them, we don't stretch them, we don't make them. The few them where they put them now for all the places them. Those few them, their life, their name na die. So any place where they dey now, when they only in a tap. They don't take them out. So now the thing the way Dr. Cho put them for down, and now the thing is we don't hold this liberation struggle. That's why Cameroon not fit fight this kind of war. That's why they not fit destroy the liberation struggle. Because not be that something where you carry them, you go put them for some one place. You divide them, you spread them all like oxygen, like air we put that they breathe. You want to go for this side, they did it. When you think say this place on cold, all the other places them now they be active. When you think say Manfred on cold, Mundemba go hit. When you think say they say Mehmed on cold, Fako go hit. When you think say the occupation forces, they don't strategize. They move now for Fako. The Ambazonian forces, they go hit them for Donga. They go hit them for Bui. They go hit them for Boyo. They go hit them for Ngoketunja. Now they word this, now they send this with Dr. Cho put them.
And that's why it be very difficult, even with all the corruption, even with all the bribery, even with all the things that happen on the ground. The Ambazonian liberation struggle, it continues to be the choking point of Cameroon as a state. We don't hold them for neck, tie them. All the problems where Cameroon is facing today, all their problems, including the rise of Issa Chiroma, it comes as a result of this their occupation of Ambazonia. Now they want to go fight the war on two fronts. They don't rig election. The world want them, they know here. They don't carry their country, they push them. Now the day for place a civil war, they can't start. As all when I don't hear, Chiroma don't succeed for come up from Nigeria, go for Ghana. The international community, when I talk to the international community, not be not some only Oyibo people there. International community include Africa. Anything outside of La République, from Nigeria to Ghana, it constitutes the international community. The African Union constitutes the international community. ECOWAS constitute the international community. So when we talk to the international community, make you not only think say we talk now America, France, Canada, and the United Nations or the European Union. I hope say okay. So the international community, they don't start a process. For call Mr. Biateli says here, this political problem we not need for settling. We no want the war for Ambazonia, we never settle. We no want another war for Cameroon. The West, including the president of France, they don't call Mr. Biya and they don't call Kamto. They say, look, we not find a way to resolve this conflict. They don't get a lot of conversation. Kamto don't move. The Nigerian government, it don't help Kamto Chiroma for moving safely to Gambia. Why Gambia? Because Gambia, it faces the same problem where La République face them now. Gambia, it faces this same problem. You get an old dictator who be there, he no one come up power, he rig election, and the young other president talks say, look, commodity for the country run, not through a negotiated process. Not through a negotiated process. It make the current president of Ghana, of Gambia, will be win the election before they be thief and for ye. Not through a negotiated process, they resolve that problem politically without getting Gambia involved in a civil political conflict. So that's why he go for Ghana, because now a test ground, say people that feel rig election, but through a negotiated settlement, the old dictator he come out and they transfer power back to the rightful person who win the election. We will talk about this probably over the weekend. We'll talk about this more and tell you the whole political process and how that thing it happened for Ghana, for Gambia before. And I see now Chiroma is there for Gambia. Now Chiroma there for Gambia. There is a negotiation process, and by the way, the Gambian government, or when I don't see these things for social media, the Gambia government, they don't put out a statement from their Ministry of Communication and Foreign Ministry. The communication there for outside it. The Chiroma, a negotiation process, it go on between Issa Chiroma and Ngongo and the Paul Biya and the Atanganji Paul and the Diongute. There is a negotiation process where they go on. We also understand, say, because Chiroma talk about a liberation, talk about a lot of things, and a lot of the people there, they out there, they make a lot of statements for bound pressure on the regime. Now, two things that they do. They plan for an armed resistance campaign. That armed resistance campaign, now the second option.
the first option, now that they work on right now. So all una way, una just want make Chiroma talk, say make people they pick up guns, make una wait. These things will not be as easy as all una they think. These things they get a lot of consequences. Yesterday I really talk for one of my mom. Just get this child. These things they get a lot of consequences. For pick up gun, an easy thing. But for stop the gun them, a very difficult thing. I don't see what they happen from Amazonia. It be easy for Mr. Biya for stand for Simalen Airport and declare war. Once you declare that war, you not get control of the process of what happen on the ground, because you not get control of your opponent. It be easy for Mr. Biya for declare the military, the police, and the gendarme for kill the Cameroonian citizens. But Mr. Biya not get control of the reaction of the population. So that's why political leaders for pick up arms, it been at the last option. Even for the Ambazonian people. For Ambazonian people for pick up arms, for defend themselves, it been at the last option. When they already explored all options, everything failed. And once the military start the mass killings of Ambazonians, now for now what people start to defend themselves. So Chiroma and the CPDM party, the CPDM region of Mr. Paul Biya, led by Ngongo, they do a negotiation right now with a lot of international partners. France be involved, the African Union be directly involved for this negotiation between Biya and Chiroma. Mateo wanna play with these things. Some of them will be very disappointed, might just stay on up front. Cameroon will go through the path of a national unity. Of a national unity government. The Biya people them, they fear, say the bad things where they don't do for Cameroon in terms of all the money where they don't thief, all the embezzlement, all the corruption, the money them for road where they don't embezzle them, money them for COVID where they don't just embezzle billions, money them where they sell oil, they go directly for Mr. Biya and Chantal in pocket, money them for the state corporation, for CDC, all the money them for Cameroon, the money them for stadium, all the billions and billions.
sommes déjà presque arrivés à la fin de cette édition spéciale, l'une des chaînes sociopolitiques. Alors, bienvenue donc pour la prochaine